Ok, donc j'ai un message de Clémentine qui me dit que on peut commencer tranquillement. Je vais commencer par me présenter en attendant d'accueillir les retardataires. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Donc je suis Bastien Beaufort. Je vais être votre intervenant ce soir pour vous parler des plantes amazoniennes et du travail que nous faisons chez Guayapi. Donc, j'ai une présentation que je vais vous montrer, bon, qu'on va mettre dans 3 minutes à 18h40. L'idée, en fait, c'est de travailler sur sur deux aspects, sur une double thématique ce soir. La première, en fait, c'est de dérouler un petit peu le fil de toutes les plantes amazoniennes qui sont accessibles euh, à la consommation, à la distribution en Europe, donc en France aujourd'hui, et d'en parler, de connaître leurs propriétés, leurs origines, leurs bienfaits et les histoires aussi humaines qu'il y a autour de ces plantes. Mais après, pour ne pas en faire un catalogue, l'idée, c'est que je vous présente un petit peu vraiment le contexte géographique, écologique et social, humain, de ces plantes amazoniennes, à travers cette idée que l'Amazonie est donc le plus grand laboratoire phytothérapeutique de la planète. Ça semble évident de dire ça pour parler du plus grand écosystème forestier dans le monde qu'est l'Amazonie, mais il faut savoir, vous le savez sans doute, que c'est une région qui est potentiellement en danger aujourd'hui, qui est menacée par la déforestation, et pourtant qui se trouve être la région au monde la plus riche en diversité biologique, donc la biodiversité évidemment, les plantes, les végétaux, mais aussi la faune, la flore, un tiers des ressources d'eau douce du monde. L'Amazonie, c'est aussi, comme vous le savez, un grand régulateur du climat au niveau mondial et aussi la matrice de 500 langues amérindiennes qui sont donc 500 peuples amérindiens et donc toute une diversité culturelle, linguistique, qui sont aussi des connaissances sur la nature, sur l'environnement, les sociétés qui sont aujourd'hui menacées. Voilà, donc en fait, je vais essayer de croiser dans la présentation ce soir l'idée que, en fait, ce qu'on appelle les super-aliments, qui est au fond une appellation marketing venue des États-Unis, qui est la traduction des superfoods, c'est en fait une appellation marketing pour des plantes qui sont en fait des compléments alimentaires ou des aliments plus. Certaines sont aussi des simples, donc des plantes connues dans nos jardins, dans l'herboristerie traditionnelle. Il y a beaucoup de liens à faire avec cette idée de phytothérapie. Et donc, de croiser un petit peu cette utilisation, on va dire, personnelle qu'on peut avoir de ces super aliments, dont certains sont très à la mode, avec une réflexion plus approfondie, en fait, sur ce que ces plantes et ces produits qu'on en fait impliquent en termes de conséquences sur la biodiversité, de conséquences sociales de commerce équitable, en Amazonie notamment. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout va bien? Oui. Oui, OK, Oui, ça oui, tout marche. va bien, merci. Parfait. Donc, on va commencer. Je vais essayer de remettre en place le partage d'écran et vous allez me dire, gardez vos audios ouverts, vous allez me dire si ça marche bien. Hop. Donc, je me mets en plein écran et la question est, est-ce que vous voyez bien ma présentation ici? oui, Parfait. Parfait? Super. Ok, donc c'est parti. On va avoir ensemble à peu près 1 heure en gros. On s'est donné jusqu'à 20 heures pour être large. N'hésitez pas à m'interrompre à tout moment, vraiment. Et l'idée, c'est d'avoir un temps d'échange, évidemment. Donc on y va. Alors, voilà, j'ai mis ce titre aux origines des super-aliments parce que, vous l'aurez compris, les super-aliments sont à la mode, on en parle beaucoup. Et finalement, on en parle essentiellement pour des produits qui viennent de loin,
Alors qu'en fait, des super aliments, nous, chez Guayapi, on considère qu'on peut en avoir dans notre jardin, ici, en France aussi. Donc en fait, c'est une appellation marketing, il faut bien se rappeler ça. Mais je l'utilise précisément pour dérouler un peu le fil de ce que ça veut vraiment dire et donc d'aller à l'origine de ces super aliments en Amazonie, qui est donc le lieu où Guayapi, je vais vous parler un peu plus de cette entreprise, mais que je pense certaines d'entre vous connaissaient déjà assez bien parce on est partenaire du Senato de très longue date en fait. Et on est une entreprise qui a 30 ans aujourd'hui, donc on est une entreprise assez historique dans le milieu. Et c'est vrai qu'on a commencé à commercialiser ces super aliments avant qu'on les appelle super aliments. Hein, voilà, à l'époque, on parlait beaucoup plus d'aliments plus ou de compléments alimentaires. Donc on y va. Je vous représente rapidement la société. Donc on a 30 ans cette année, donc c'est une année très spéciale pour nous. Bon, c'est une année spéciale pour tout le monde, bien sûr, mais on est quand même fiers d'être encore actifs, d'être en développement. On est complètement familiaux, on n'a pas d'ouverture de capital, on n'a pas de grand groupe derrière et on ne veut pas. On reste indépendant et on est très attaché à cette indépendance, même si effectivement ça crée des difficultés et ça crée des choses assez passionnantes au jour le jour. Et en fait, depuis 1990, alors par contre, ouais, il y a un bruit de fond, je ne sais pas où. Donc, ouais, coupez bien les micros exactement quand vous n'intervenez pas. Merci. Voilà, parfait. Donc, en fait, Guayapi a 30 ans cette année. Et donc, il y a eu 3 années d'études de faisabilité. Donc, les études pour créer Guayapi ont commencé en 1987 avec Claudie Ravel, qui est la fondatrice de Guayapi et qui est encore dirigeante. Je suis directeur adjoint aujourd'hui. Il y avait 2 scientifiques à ses côtés, qui étaient le docteur Bernard Toiti et le docteur Laerte Kouarassi, qui avaient tous les deux un fort intérêt pour l'Amazonie et qui avaient, dès 1987, partagé l'idée avec Claudie, donc, qu'il y avait plusieurs plantes, notamment le guarana, mais aussi le mirapuama, le bois bandé, le gonfrena ou paratodo, la plante stevia, par exemple, ou à l'époque déjà la cérola, le camu-camu, qui étaient complètement méconnues en France et en Europe. Et c'était des plantes qui avaient un grand intérêt, à la fois dans l'idée du commerce équitable, même si à l'époque, en fait, c'était pas un mouvement connu, le commerce équitable, c'était même pas formalisé comme ça, mais l'idée de Guayapi, ça a toujours été d'une part de sourcer des matières premières de plantes qui font du bien à la santé. L'idée, c'était d'amener des plantes qui avaient des vertus que nous, dans nos plantes ici européennes, on ne pouvait pas trouver. Mais d'autre part, c'était de travailler de manière sensible directement avec les populations autochtones et les producteurs sur place. Et donc, selon cette idée intégrale que ce sont des plantes qui vont être utilisées tant en alimentaire que en cosmétique ou en épicerie fine, dans la gastronomie, ou alors dans le milieu plus complément alimentaire, des marchés de santé précisément, et dans l'idée qu'on va travailler sur, bien sûr, des produits biologiques et naturels, sans extraction de molécules. La question du totem de plantes est centrale pour nous, on pourra y revenir, mais aussi en commerce équitable, comme je l'ai dit, avec les populations autochtones qui ont découvert ces plantes, et enfin en biodiversité, c'est-à-dire dans le respect de la diversité biologique et de l'environnement. Et donc très rapidement, Guayapi a commencé à sourcer des matières premières en Amazonie et au Sri Lanka. Donc pour cadrer un petit peu l'Amazonie, je vous ai mis une carte ici pour vous montrer la magnitude un peu de cette région, qui est donc évidemment, vous le savez, la plus grande forêt tropicale du monde. C'est un écosystème qui mesure 7 millions de kilomètres carrés. 7 millions de kilomètres carrés, donc c'est un peu toute la zone verte ici. C'est aussi grand que l'Europe de Paris à Moscou. Donc c'est gigantesque. Il faut savoir cependant, oui, donc l'Amazonie, c'est aussi un tiers des réserves d'eau douce de la planète, avec le plus long, le plus grand, le plus puissant fleuve du monde qui est l'Amazone, qui prend ses sources dans les Andes du Pérou et précisément dans la vallée sacrée des Incas autour de Cusco, autour du Machu Picchu. Et il faut savoir donc, comme je le disais en entrée, que c'est aussi la région d'origine de 500 langues et peuples amérindiens. Donc c'est une région extrêmement diverse.
Et encore une fois, pour comparer, on pourrait rappeler que l'Europe, de Paris à Moscou, qui fait la même taille, c'est seulement la matrice, seulement entre guillemets, de 30 langues. Donc l'Amazonie, on est vraiment dans la région de la diversité absolue. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que cette carte que je vous mets là montre bien que l'Amazonie n'est pas du tout un espace sauvage, vierge ou périphérique, comme parfois on peut le croire lorsque, au niveau géopolitique, on en parle ou au niveau économique. C'est vraiment le cœur de l'Amérique du Sud. Et d'ailleurs, il faudrait parler de plusieurs Amazonies. Si on prend par exemple l'ensemble des populations amérindiennes traditionnelles, en fait, l'Amazonie culturelle, qui est ici dans la frontière rose, elle s'étend beaucoup plus loin sur l'Amérique du Sud, elle s'étend presque jusqu'au Paraguay actuel, et donc c'est une région extrêmement grande qui est des échanges et qui a fait l'objet de beaucoup d'habitants aussi. Hein. On estime qu'en fait, il y avait des millions d'habitants en Amazonie qui ont été décimés par la conquête. Je vous dis ça parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde un petit peu plus la culture vraiment et l'agriculture des végétaux en Amazonie, on se rend compte qu'on n'est pas du tout dans une région avec uniquement de la cueillette et très peu de culture, mais on se rend compte qu'il y a énormément de plantes que vous voyez ici listées sur votre gauche, qui en fait sont aujourd'hui très connues et très importantes pour la civilisation mondiale. Donc on peut citer par exemple le manioc, les arachides comme les cacahuètes, les piments des espèces capsicum, différentes espèces de courges, des haricots, la feuille de coca, le tabac, par exemple l'anacardier. On peut aussi parler du cacao, évidemment, le chocolat qui est en fait originaire d'Amazonie, lui aussi, sont originaires d'Amazonie. Et en fait, quand on regarde bien, 80%, c'est ce qu'ont montré les études des botanistes, 80% des 137 espèces végétales qui étaient domestiquées en 1492 en Amérique, lorsque les conquistadors sont arrivés. Donc par Amérique, j'entends vraiment Amérique du Nord, Amérique centrale et Amérique du Sud, hein, toutes les Amériques. Eh bien, 80% de ces 137 végétaux qui étaient domestiqués étaient dans une certaine mesure cultivés en Amazonie. Donc là, encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est pas du tout une région sauvage, vierge. L'Amazonie, c'est au contraire, quand on regarde l'origine des plantes, c'est le centre d'origine de domestication de la culture de très nombreuses plantes extrêmement importantes. Voilà. Est-ce que tout va toujours bien et vous m'entendez, vous voyez bien tout bien? Oui, tout va bien. Ok, Oui, oui. super, merci Top. beaucoup. Donc, je vais continuer dans la présentation pour vous dire, voilà, un petit peu une carte mondiale. Je ne sais pas si on voit bien, mais c'est une carte du monde ici hein, que je vous présente. Mais j'ai fait cette carte pour montrer, voilà, les plantes d'origine amazonienne, où est-ce qu'elles se trouvent aujourd'hui. Et si on regarde, on voit qu'elles ont été massivement diffusées, en fait. Si on regarde, par exemple, les piments rouges, les haricots, différentes espèces de calebasses, de citrouilles, le cacao, évidemment, mais aussi les avocats, les ananas, les arachides, le tabac, bien sûr, qui est amazonien, si on regarde, elles sont cultivées dans le monde entier, et particulièrement en Chine, en Inde, en Asie du Sud-Est, énormément en Afrique, aussi en Europe. Hein, il faut bien comprendre qu'en fait, sans l'Amazonie, il n'y aurait pas de cigarettes, il n'y aurait pas de voitures, d'avions ou de vélos, parce qu'en fait, c'est grâce au caoutchouc qui est à l'origine amazonienne qu'on a fait cette révolution des transports lors de la révolution industrielle. Il n'y aurait pas de tomates, il n'y aurait pas de piments qui sont devenus nos poivrons, il n'y aurait pas de nombreuses espèces de haricots, il n'y aurait pas de nombreuses espèces de calebasses, il n'y aurait pas de chocolat. Donc c'est vraiment, il n'y aurait pas non plus de toutes ces médecines anesthésiantes qu'on utilise à l'hôpital qui viennent de mélanges qu'on appelle le curare. Il n'y aurait pas non plus de cocaïne, qui n'est pas seulement la drogue, il y a aussi un marché légal de la cocaïne dans les hôpitaux, justement, en tant qu'anesthésiant. Il n'y aurait pas ça non plus en Amazonie. Donc voilà, remettre un peu l'Amazonie au centre de l'histoire mondiale, c'est se rendre compte qu'en fait, elle a été d'un énorme apport pour le monde. Et le problème, c'est que cet apport, il n'est pas reconnu. On y reviendra parce que ça a des grandes implications en termes de commerce équitable et de justice avec les populations autochtones. Et donc voilà, je vous remontre, je ne sais pas si, je pense que vous avez tous connu cette carte quand on était à l'école. Vous l'avez vu, c'est un peu l'histoire de l'origine de domestication
des grands aliments au niveau mondial. Et ben en fait, on parle toujours de la Mésopotamie, on parle toujours de l'Europe, on parle toujours des Incas dans les montagnes au Pérou, des Aztèques. On s'intéresse toujours aux grandes civilisations. Mais en fait, les forêts et toute la ceinture tropicale du globe, elle est toujours laissée de côté. Si on rajoute, comme je le fais ici par exemple, les usages autochtones des principales plantes hallucinogènes ici, hein, donc bien sûr, ce n'est pas la thématique des super-aliments, mais quand même, les plantes hallucinogènes participent de la culture de nombreux peuples, on se rend compte qu'effectivement, les forêts tropicales arrivent comme étant extrêmement importantes, au même titre que toutes les régions du monde. Voilà, on pourrait multiplier les exemples. Ici, c'est une carte qui vous montre justement la présence des langues amérindiennes, des grandes matrices linguistiques amérindiennes en Amazonie, et aussi vous connaissez sans doute les noix d'Amazonie. C'est un super aliment aussi qui est très riche en sélénium, qui est très intéressant. Ça vient aussi d'Amazonie, et donc on trouve des grandes richesses avec des plantations en fait amérindiennes de ce noyer d'Amazonie sur toute l'Amazonie. Et en fait, ça, ce qui est intéressant, c'est que ça nous amène à la question que les forêts ne sont pas seulement naturelles. Il y a ce qu'on appelle, retenez bien ce mot, ce qu'on appelle des forêts anthropogéniques. Ça veut dire des forêts qui ont été plantées par les hommes, les forêts anthropogéniques. Et donc, c'est important de savoir ça, c'est-à-dire qu'il y a deux types de forêts dans le monde, les forêts naturelles, les forêts anthropogéniques. Et c'est très important pour notamment reconstruire les écosystèmes, hein, qui est un des grands enjeux de demain. On travaille beaucoup avec des écologistes pour cela. Et l'Amazonie peut être un modèle. On se rend compte qu'en grande partie, l'Amazonie, comme je vous le disais, n'a pas été un espace complètement sauvage. Lorsqu'on regarde à l'archéologie, lorsqu'on regarde la linguistique, la botanique, on se rend compte que l'Amazonie a été en grande partie domestiquée, cultivée. Et donc le noyer d'Amazonie, qui donne ces noix d'Amazonie, hein, que vous pouvez trouver du coup en magasin bio et qui est une plante sur laquelle on travaille aussi avec Guayapi, fait partie de cette culture de la forêt. Les noyers d'Amazonie semblent ainsi avoir été au moins en partie plantés par les Amérindiens. Alors, nous, on travaille, la plante phare chez Guayapi, c'est le Warana. Je vais m'attarder assez longuement sur cette plante que vous connaissez. C'est la plante connue internationalement comme le guarana. Donc, Paullinia cupana, c'est une plante phare chez Guayapi. C'est une plante phare et emblématique. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Parce qu'on travaille effectivement en commerce équitable avec le peuple des Indiens Sateremawe, qui est le peuple amérindien, donc qui vit ici sur cette terre indigène en Amazonie centrale du Brésil. C'est ce peuple amérindien qui a domestiqué cette plante il y a des millénaires, et c'est grâce à ce peuple que cette plante existe. Malheureusement aujourd'hui, beaucoup de gens connaissent le guarana, beaucoup d'industries, énormément d'industries utilisent le guarana, notamment les industries de la boisson pour faire des sodas énergisants, mais aussi tous les compléments alimentaires amincissants utilisent le guarana, mais quasiment personne ne sait que l'origine, ce sont les Indiens Sateremawe qui en sont les responsables. Et donc, je vais beaucoup m'intéresser au projet Guarana que l'on fait avec ces Indiens Sateremawe. Donc voici une carte du Brésil pour vous situer un petit peu la terre indigène. Alors la terre indigène, il faut savoir qu'elle elle fait à peu près 8000 km². Donc c'est un territoire grand comme la Corse. Et donc les Indiens Sateremawe vivent sur cette terre indigène. Il faut savoir que ces 8000 km² grand comme la Corse, hein, de terre indigène, c'est une terre protégée depuis les années 80. Les Indiens Sateremawe sont des grands guerriers qui ont toujours protégé leur territoire, et c'est donc aussi grâce à eux que le guarana a été protégé en tant que plante. Et donc 90% du territoire des Indiens Sateremawe est protégé. On est sur une forêt tropicale humide primaire à 90%, et donc c'est une réserve de biodiversité, de faune, de flore exceptionnelle et de nature que les Indiens Sateremawe protègent. Et aujourd'hui, ils sont 16 000 à vivre sur cette terre indigène, qui est donc ici vraiment en Amazonie centrale du Brésil, vraiment au centre, au cœur de l'Amazonie. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent un petit peu cette plante, mais malheureusement, il faut savoir qu'en fait, c'est une plante qui est mal connue ou méconnue à cause des grandes industries de la boisson, qui ont complètement dévoyé l'origine de cette plante pour en faire un produit complètement excitant. Je vous explique rapidement. Aujourd'hui, les guaranas industriels qu'on va trouver sur le marché,
ils sont cultivés en dehors de la terre d'origine. Donc, ils vont surtout être cultivés au Brésil, dans la région de Bahia, dans le nord-est, donc pas du tout en Amazonie centrale. C'est plus des monocultures, donc c'est pas du tout en forêt comme chez les Indiens. Les graines de guarana sont transformées de manière beaucoup moins traditionnelle, c'est-à-dire qu'en fait les graines vont être beaucoup brûlées, séchées au soleil, et on va griller en fait les principes actifs de la plante, notamment les tanins qui sont très importants. Ou alors pire, les graines vont être grillées dans des fours en fer. Et enfin, la plante, à la fin, du coup, ça va être vraiment un espèce d'extrait réduit ou alors du café brûlé, très excitant pour l'organisme. Chez les Indiens Sateremawe, c'est pas du tout ça. Déjà, le warana, dans leur langue, ça signifie le principe de la connaissance. Wara, c'est la connaissance, et le warana, c'est le début de la connaissance. D'ailleurs, la tradition veut, avec Guayapi, si on avait été ensemble en présence aujourd'hui, comme ça devait être le cas à l'origine, on aurait fait une dégustation de Warana, car les Indiens disent que c'est une plante qui va donner la bonne parole, qui va créer le bon travail entre les hommes et les femmes, entre la société, et donner l'envie d'entreprendre et de travailler. Et c'est vrai qu'en fait, techniquement, cette plante, ce qui est intéressant, donc là, vous voyez, en fait, voilà, la terre indigène euh, où sont répartis les Indiens Sateremawe, c'est une image satellite, donc on voit bien qu'on est vraiment sur une forêt primaire qui est entièrement préservée. Je reviens juste avant pour dire que ce qui est intéressant au niveau phytothérapie pour le warana des Indiens Sateremawe, c'est qu'en fait, comme il est transformé dans les règles de l'art, et je reviendrai un petit peu sur la méthode de transformation de cette plante, eh bien, le warana va conserver ses principes actifs qui sont ses tanins. Il faut savoir que le warana contient 10 à 12% de tanins qui ont une action antioxydante, mais qui vont aussi avoir un effet de permettre au corps d'assimiler lentement le principe actif, la guaranine. Donc le principe actif guaranine, c'est un alcaloïde qui est assez proche de la caféine. Mais le guarana, ce qui est intéressant, c'est qu'il va contenir en plus de la théobromine, comme dans le cacao, de l'acide salicylique, comme dans l'aspirine. Il va contenir beaucoup de vitamines, B2, B3, B6. Il va contenir du magnésium, du phosphore en très haute quantité, un petit peu de saponine, des tanins et la guaranine. Donc on voit bien, c'est le complexe vitaminique et minéral du guarana, instauré par la nature, qui fait la richesse de cette plante et qui fait qu'elle n'est pas du tout excitante ou dérégulante pour l'organisme. Au contraire, le guarana devient, lorsqu'il est fait dans les règles de l'art, un puissant dynamisant physique et intellectuel non excitant. Il va augmenter l'afflux sanguin, il va oxygéner le cerveau, et donc il améliore vigilance, concentration, mémoire, attention, sans effet d'excitation. Et à ce titre, il est très apprécié par les sportifs, les travailleuses, travailleurs, les étudiants en période d'examen, les artistes, les intellectuels, etc., etc. Et donc, en aucun cas, ce guarana ne peut être comparé au guarana commun qu'on peut trouver dans le commerce. La différence, elle est aussi importante qu'entre un grand vin de Champagne ou de Bourgogne, par exemple, d'un grand château en biodynamie, en vin nature. C'est incomparable avec une piquette, avec des pesticides qui donnent mal à la tête. Et ben, les différences entre le guarana et le guarana, c'est exactement pareil. Voilà, donc ça c'est la terre indigène. Et aujourd'hui, vous avez 337 familles de producteurs et de productrices Sateremawe qui sont répartis sur les 2 fleuves principaux de la terre indigène, qui participent au projet Warana qu'on mène avec les Indiens Sateremawe, et donc qui vont vendre leur production à un prix juste que nous, Guayapi, on va acheter pour distribuer le Warana dans nos réseaux de distribution. Donc je vous rappelle ici d'ailleurs, on distribue nos plantes, nos produits dans 3000 boutiques, les réseaux spécialisés hein, comme Biocop, Naturalia, La Vie Claire, etc., en France, en Europe, et aussi dans notre showroom à Paris et sur notre site internet en ligne. Hein. C'est ça les réseaux de distribution Guayapi. Et donc, voilà, le Warana donc, peut être utilisé. Alors, nous, on préfère la poudre, hein, qui est faite. Tous les super aliments que je vais vous présenter, c'est vraiment les totems de plantes en poudre à utiliser dans des recettes. Je pense que vous avez eu une présentation du confrère Solsemia qui vous a beaucoup parlé des recettes. Donc voilà, je ne reviens pas dessus. Je pense que vous savez, on est aussi sur des aliments crus. Donc voilà, je pense que vous savez bien comment les utiliser.
et donc faire preuve d'inventivité pour les intégrer dans notre alimentation quotidienne et vraiment apprécier aussi, savoir apprécier finalement la saveur spéciale de ces plantes. Il faut savoir que c'est souvent des plantes amères. L'amertume, c'est une saveur qui caractérise absolument l'Amazonie. Et donc, c'est très important d'éduquer notre goût à cette saveur amère. Nous, on a travaillé avec des œnologues, justement, qui nous ont expliqué que les plantes amazoniennes, comme le guarana, nous permettaient en fait de rééduquer nos papilles gustatives et de réaiguiser notre palais et qu'en fait on revenait à des goûts anciens qu'on était complètement en train de perdre avec les nouvelles générations malheureusement et la malbouffe où on mange trop sucré, trop salé et donc on a la perte du goût et la perte du goût c'est aussi la perte du savoir et des saveurs anciennes et indigènes. Donc voilà, nos plantes permettent de faire ce travail d'éducation au goût qui est très important et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on est membre d'une association qui s'appelle Slow Food et que le Warana a été élu sentinelle de Slow Food. On y reviendra éventuellement si ça vous intéresse. C'est un mouvement mondial de défense des aliments traditionnels et qui est très intéressant, qui est présent dans 150 pays. Voilà. Donc, je vais vous présenter un petit peu la plante vraiment dans son environnement et les transferts de savoir-faire de transformation en fait du guarana. Et puis ensuite, on va passer un petit peu aux autres super aliments de Guayapi pour vous faire un petit peu un passage en revue assez complet de toute notre gamme. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Non, c'est très clair, merci. Ok. Du coup, je vais continuer. Donc, voilà le guarana dans son environnement. Donc, en fait, on est sur une liane sarmenteuse. C'est-à-dire, c'est une liane qui va toujours s'accrocher à un autre arbre pour chercher le soleil, qui est domestiquée en arbuste par les Indiens Sateremaoé. Ce qui est intéressant, c'est que dans la mythologie Sateremaoé, l'acte de domestication est très clairement raconté. Dans le mythe Sateremaoé de la naissance du guarana, il est question d'un enfant qui va être malheureusement assassiné par ses oncles après de nombreuses péripéties. Il y a un serpent en fait aussi dans l'histoire avec la mère de cet enfant qui donnera naissance à l'enfant grâce à grâce à ce serpent. Donc voilà, il y a plein d'histoires, de symboles avec le serpent à l'origine du savoir qui est présent. Et en fait, de l'enfant qui est mort va naître le Warana. C'est son œil qui va être mis en terre par la mère. Et elle va raconter une prophétie en disant que le Warana va sauver l'humanité tout entière et la communauté Sateremaoé. Donc en fait, les Indiens Sateremaoé aujourd'hui sont inscrits dans cette mythologie et se réfèrent toujours à leur ancêtre commun qui est le Warana. Ils sont vraiment nés de cette plante, ils sont les fils du Warana. Donc voilà, là on est par exemple, donc là sur la photo d'avant, on est vraiment sur un Warana en forêt, vraiment semi-sauvage. Et là par exemple, on va être sur des jeunes Warana plus domestiqués, proches des maisons. Mais on est toujours dans des environnements biodiversifiés. En aucun cas on peut appeler ça de l'agriculture. C'est vraiment différent et c'est important vraiment de faire cette distinction. Donc voilà une productrice importante de Warana, Jacilène, qui est aussi la mère, la maman du président actuel du consortium des producteurs Sateremaoé. Donc c'est une grande productrice qui a d'ailleurs dans son jardin des dizaines d'espèces végétales. Voilà son fils, Sergio, qui a à peu près mon âge et on se connaît depuis très longtemps. On aime bien dire qu'on a grandi ensemble parce que moi, je travaille depuis très longtemps avec Guayapi et donc on aime bien dire on est comme des frères. C'est-à-dire qu'en fait, on a grandi ensemble dans des réalités complètement différentes, lui en Amazonie et moi en France, mais on a grandi dans la même philosophie, dans la même politique qui était celle du commerce équitable et du projet Warana et la politique du Warana, en fait, littéralement. Hein. C'est une politique chez les Indiens Sateremaoé. Voilà, donc ça, c'est super pour continuer le projet aujourd'hui parce que voilà, on est la nouvelle génération et il est très important de donner une suite à ce programme qui a 25 ans aujourd'hui et qui a, j'espère, beaucoup, au moins 25 ans devant lui. C'est ce que j'espère en tout cas. Donc voilà la récolte du Warana. Les grappes, c'est vraiment une vigne, hein, c'est vraiment une liane, un peu comme notre vin chez nous. Donc la symbolique, le parallèle avec la vigne et l'importance du vin, elle n'est pas faite de manière hasardeuse. Il y a beaucoup de parallèles qu'on peut établir au niveau culturel. Et donc, c'est vraiment le noyau qui ressemble à un œil littéralement, hein,
l'œil du Warana, comme on l'appelle, qui va être utilisé pour la transformation. Voilà. Donc, je vous montre un petit peu ces photos. Voilà le séchage. Alors ça, c'est une partie très importante. Donc, avant le séchage, malgré tout, il y a tout un travail communautaire qui est fait en famille, en forêt, où on va laver les graines dans les fleuves, etc. On va enlever les picarpes. Donc, c'est un long travail, mais qui est intensif, en fait. C'est-à-dire intensif en travail, c'est ça que je veux dire. Donc, toute la famille est mobilisée, et c'est un travail artisanal qui donne de la valeur, en fait, à ce que font les Indiens Sateré-Maoé. Et donc, le four en argile est extrêmement important parce que ce qui est intéressant dans le four en argile, c'est qu'il va garder pendant 6 jours et 7 nuits les graines du warana à une température très basse, très douce, qui va permettre donc de garder le warana cru et donc de préserver les tanins et tous les composants de la plante. C'est ça qui fait la grande différence avec les guaranas grillés au soleil ou dans des fours en fer qui sont industriels. Voilà donc les graines en train de sécher. Et voilà le résultat, la boisson de Warana chez les Indiens Sateré-Maoé, qui est faite à partir d'un bâton, qui lui-même est fait à partir des graines de Warana pillées dans l'eau. Et en fait, cette pâte va être roulée, et les Indiens Sateré-Maoé vont en faire un bâton qui va être râpé dans l'eau. Et donc ça, c'est la boisson traditionnelle des Indiens Sateré-Maoé qu'on boit chez eux, qui est le Warana. Et donc nous, bien sûr, on propose plutôt le Warana en poudre chez Guayapi, mais vous pouvez retrouver une boisson assez similaire si vous mélangez cette poudre avec de l'eau. Donc voilà Claudie avec la Jacilène, la productrice qu'on a vue tout à l'heure. Et, et voici donc l'œil du Warana. Alors, sur la découpe du prix, ça, c'est très important en fait que vous voyez que... Ah oui, je regarde les commentaires. Bah, merci pour les photos, c'est gentil. En fait, Guayapi achète le Warana à 50 € le kilo au consortium des producteurs Sateré-Maoé, le CPSM. Il faut savoir que c'est 10 fois le prix du marché. Et là, c'est très important dans le commerce équitable. Quand vous voyez un produit à bas prix, il faut savoir que quelqu'un a été exploité ou qu'on a détruit un environnement. C'est aussi simple que ça. Les économistes, ils appellent ça les externalités négatives. Le fait que des produits arrivent pas chers sur le marché, ça veut dire que quelque part où quelqu'un a été exploité ou qu'un environnement a été détruit. Donc en fait, le but des prix justes, c'est qu'on va intégrer dans le coût de revient l'ensemble des réels coûts du travail et des coûts de production. Et en plus de ça, on va y ajouter des projets de développement. Ça, c'est très important dans le commerce équitable d'avoir une part qui est allouée à des projets de développement que les producteurs vont décider collectivement d'organiser, et un ensemble de programmes comme la certification, etc. Donc, tout cela, ça permet effectivement de permettre aux 337 familles de producteurs de vivre dignement de leur travail en rémunération directe, mais aussi leur donner les moyens de l'autodétermination du territoire indigène Sateré-Maoé. Donc, ce juste prix, voilà, on en a fait des supports de communication qu'on diffuse très largement. Et d'ailleurs, on fait aussi cette découpe du prix sur la boîte de Warana finale de 65 grammes qu'on vend chez Guayapi, parce que c'est très important vraiment de faire cette éducation aux consommateurs sur les prix justes. Et donc, on a beaucoup de supports de communication qui expliquent tout cet aspect vraiment du prix juste du commerce équitable. Voilà, donc je ne reviens pas sur les bienfaits du Warana, je pense que vous les aurez bien compris, et surtout sur cette distinction en fait entre le Guarana commun ou les Guarana industriels et le Warana sauvage des Indiens Sateré-Maoé, qui d'ailleurs fait l'objet aujourd'hui d'une dénomination d'origine, c'est-à-dire c'est comme une AOC pour les vins ou pour les indications géographiques pour nos aliments ici en France. En Europe, ça veut dire que c'est une reconnaissance maximale. Donc voilà, dynamisant mais pas excitant, et sentinelle du mouvement Slow Food. Voilà, donc on va passer un petit peu à d'autres plantes que Guayapi on commercialise, que vous connaissez peut-être. Donc en fait, qui vont être complémentaires et synergiques avec le Warana.
Le gomphrena, par exemple. Donc là, on est sur une plante qui est vraiment l'opposé complémentaire du guarana. C'est une racine, donc c'est l'inverse d'une liane, littéralement, hein, au niveau botanique, qu'on appelle bonne pour tout au Brésil. Donc c'est le para tudo. C'est une plante qui va favoriser la relaxation, la quiétude, la sérénité. Je le dis à l'oral parce qu'on n'a pas le droit de l'écrire évidemment sur nos boîtes, mais c'est en fait un excellent antidépresseur naturel et un anxiolytique. Donc c'est vrai qu'en ce moment, c'est une plante qui est très demandée, qui est très bonne à associer au guarana. Et en fait, elle a cet effet de relaxation, de détente, parce qu'en fait, elle est un totem, hein, qui va conjuguer des minéraux extrêmement intéressants et rares comme le magnésium, le potassium, mais aussi le manganèse et le germanium. Beaucoup de vitamines du groupe B, donc très bon pour la peau, les cheveux et les ongles, et aussi le système nerveux. Et enfin, 11 acides aminés essentiels. Et donc, avec des saponines aussi. Et donc, c'est une panacée qui va avoir donc cet effet de nutrition microcellulaire immédiate et qui va permettre de relâcher vraiment les nerfs et les muscles. Extrêmement intéressante aussi au niveau psychique, physiologique pour prendre du recul sur les choses dans les moments difficiles. Donc elle a vraiment une action psychique et physique et tout comme le warana, elle est une excellente plante adaptogène par excellence. Donc pour nous, le warana et le gomphrena sont vraiment les deux plantes adaptogènes par excellence, l'une qui va favoriser énergie et dynamisme et concentration, et l'autre détente, sérénité, quiétude. À ce sujet, je ne sais pas si vous avez participé en fait aux journées qu'il y a eu cet été du Sénato, les portes ouvertes, dont Guayapi était partenaire. Mais en fait, on a sponsorisé l'événement avec un produit qui mélange justement Warana et Gomphrena dans des petites ampoules avec de l'hydromel pour un effet coup de fouet et pour l'aspect un petit peu potentialisateur, vasodilatateur de l'hydromel. Qui s'appelle le guayazen, qui sont des ampoules en fait qui combinent donc hydromel, warana en poudre et gomphrena en poudre. Voilà, parce que le warana, encore une fois, c'est une plante qui va potentialiser les effets des autres plantes et qui aide à assimiler en fait, tant au niveau physique qu'intellectuel. J'ajoute, parce que c'est encore un effet très appréciable du warana, qui est une plante assez fascinante, vous l'aurez compris, que c'est un excellent brûle-graisse et coupe-faim, et donc un très bon adjuvant des régimes hypocaloriques. D'ailleurs, traditionnellement, les Indiens utilisaient le warana lors des longues chasses et pêches en forêt, et pour ses effets diurétiques, coupe-faim et brûle-graisse, ils tenaient très longtemps dans la forêt, lors des longues chasses qui duraient des jours et des nuits, et un très bon antifébrifuge aussi. Hein. Toutes les plantes amères sont excellentes pour tout ce qui est voilà, antifébrifuge. Voilà sur le gomphrena, donc, qui est cette deuxième plante très intéressante sur le warana. J'espère que tout va bien. N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a toujours une question. Troisième plante très intéressante qui vient d'Amazonie et du territoire des Indiens Sateremaoé, le Mirapuama, qui est en fait le nom traditionnel pour la plante qu'on appelle en français le bois bandé. Encore une fois, une plante très intéressante à associer avec le warana. C'est un puissant tonique digestif, sexuel et musculaire. Donc en fait, le mirapuama, il s'appelle bois bandé, évidemment pour cette raison aphrodisiaque. Hein. Traditionnellement, les Indiens d'ailleurs faisaient des bains de ce bois pour tonifier et réchauffer les nerfs et les muscles lors des longues marches aussi en forêt pour affronter le froid. Et donc, c'est une plante qui va augmenter l'endurance, augmenter la puissance physique et qui est tout à fait recommandée en fait pour tout ce qui est microcirculation sanguine et donc pour tout ce qui est la sphère génitale aussi. Donc, une plante très intéressante qu'on peut tout à fait intégrer dans des cocktails avec du gingembre, par exemple, pour des soirées sympathiques, mais qui est très appréciée aussi par les sportifs et qui a une action au niveau du système nerveux aussi. Hein. Et donc, ça, c'est très bien expliqué d'ailleurs dans le livre L'encyclopédie de revitalisation naturelle de Daniel Kieffer, que je ne vous présente plus, que vous connaissez bien. La plupart des plantes y sont décrites. Alors, la maca, que vous connaissez, une plante assez connue. Guayapi, on a introduit la plante aussi il y a 15 ans, il y a une quinzaine d'années en Europe. J'insiste sur le fait qu'on est en train de monter une filière très intéressante avec une maca de 18 couleurs. Donc vraiment une maca d'origine sur ces terres d'origine au Pérou. Il faut savoir qu'effectivement,
la maca, en fait, il y a une étude qui a montré, alors c'était sur des rats, hein, donc c'est d'apprendre avec des pincettes, c'est une étude américaine, qui a montré qu'elle augmentait la fertilité. Alors c'est une étude qui a une quinzaine d'années, mais c'est un peu depuis cette étude qu'il y a eu un engouement pour la maca et que effectivement on la conseille un peu pour tout et n'importe quoi. Et par exemple actuellement, on se rend compte qu'elle est beaucoup conseillée à la place du guarana pour l'effet dynamisant. Donc je vous arrête tout de suite en vous disant pas du tout en fait. Traditionnellement au Pérou, la maca, elle est surtout donnée aux enfants en tant que fortifiant, tout simplement pour qu'ils grandissent bien et pour prendre du poids et pour augmenter l'appétit. Voilà, donc un très bon nutritif qui peut avoir un effet hormonal intéressant de par toute sa richesse en oligo-éléments et vitamines. Euh, un effet sur la fertilité, à mon avis, à creuser, mais en aucun cas une plante qui a un spectre d'action aussi large que le gonfréna ou le guarana, notamment pour l'énergie, et notamment dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Alors, le lapacho ou tecoma, qu'on appelle aussi l'arbre de vie des Incas, qu'on appelle aussi pao d'arc, que vous connaissez peut-être, là, c'est une plante très intéressante et très actuelle, notamment parce que, en fait, dans ses principes actifs, elle contient des lapachols et des quinones. Et donc, ces principes actifs, ce sont ceux qui ont donné l'hydroxychloroquine, dont on parle tellement actuellement, et donc tous les quinines-like, qui sont toutes ces molécules anti-malaria et anti-fièvre utilisées dans le monde entier, et qui sont actuellement en train d'être interdites hein, petit à petit, littéralement, parce qu'elles sont dans le domaine public, sans doute. Et donc, alors attendez, j'ai deux questions. En fait, j'avais pas vu que vous me parlez sur le chat, mais n'hésitez pas plutôt à m'interrompre parce que c'est plus simple pour moi de faire la présentation et sur le chat. Je finis sur le l'apacho et je reviens sur la rhodiole et le warana. Ok. Donc le lapacho est donc une plante exceptionnelle qui fait partie de la famille de ces plantes qui était utilisée contre les fièvres intermittentes, donc la malaria, depuis le XVIe siècle et à l'époque précolombienne, et qui a donné les molécules comme la quinine, qui sont utilisées aujourd'hui aussi dans de nombreux pays contre la Covid-19. Donc en fait, c'est une plante qui est, alors encore une fois, je le dis à l'oral, même si on n'a pas le droit de l'écrire sur les boîtes, antivirale, antifibrifuge, antiparasitaire, antitumorale, qui va régénérer le sang, qui va nettoyer tout ce qui est en fait système sanguin et tout le système immunitaire en fait. Elle va régénérer et reminéraliser le sang et nettoyer le sang en fait. Donc elle va éliminer les toxines et jouer sur le système vasculaire et le système immunitaire et donc l'aider à mieux fonctionner. Donc si vous consommez cette plante en l'associant avec par exemple un antioxydant, comme le camu-camu riche en vitamine C ou l'açaï riche en anthocyanine, je vais en reparler après, c'est exceptionnel pour l'immunité. Et ce qui est intéressant, c'est que le lapacho de Guayapi vient de l'écorce interne et externe. Donc la photo induit en erreur parce que en fait c'est pas ça le produit qu'on propose, ça c'est ce qu'on trouve souvent dans le commerce en tisane, c'est l'écorce externe. Là nous on propose l'aubier mélangé avec l'écorce externe, donc c'est le totem de la plante, c'est l'entièreté des branches en fait de l'arbre et c'est beaucoup plus puissant, c'est 8 fois plus puissant en principe actif et là il s'agit d'ingérer la plante. Hein, vous voyez, donc en fait c'est vraiment beaucoup plus puissant que à utiliser en tisane. Alors, je reviens sur les questions. Il y en avait deux. Alors, effectivement, le gonfréna, le paratudo, peut être assimilé au rhodiola parce qu'effectivement, le rhodiola va produire un acide aminé qui est responsable de la production de sérotonine. Mais moi, je dirais que le gonfréna, il a un spectre d'action beaucoup plus large que le rhodiola. Il a un spectre d'action beaucoup plus large parce qu'il a 11 acides aminés essentiels, plus les minéraux rares comme le germanium, manganèse, zinc, sélénium, que je vous ai mentionné, et les vitamines du groupe B. Donc, spectre d'action extrêmement large. Mais, comme le rhodiola, en favorisant cette micronutrition cellulaire et cette détente, il est probable qu'il stimule la sécrétion de sérotonine et donc ce sentiment de bien-être. Et à ce titre, j'ajoute que le warana, comme il est un tonique du système nerveux central, avec son alcaloïde, la guaranine, plus la théobromine,
les saponines et les tannins, donc vraiment tous ces méthylxanthines, hein, comme on les appelle, le guarana va aussi activer le métabolisme. Et donc, il semble que le guarana ait un effet positif sur l'humeur aussi. Voilà. Deuxième question sur le guarana. Effectivement, comme toutes les plantes toniques, y compris café, il est un diurétique. Hein, et ça, c'est lié à son rôle d'activateur du métabolisme. Donc en fait, le guarana va favoriser effectivement l'élimination, mais c'est pas non plus une plante qu'on va utiliser pour se purger ou pour la détox. C'est une plante qui favorise le métabolisme et l'élimination à travers un effet diurétique et brûle-graisse, mais sans plus. Donc voilà, quand on en prend normalement, il n'y a pas de risque, si vous voulez, d'enlever des minéraux. Quoique, effectivement, tout est une question de dosage, je ne vous apprends rien. Et donc, le guarana est très dynamisant, mais ça n'empêche pas le sommeil ou de manger, hein, évidemment. Voilà, donc pour rester dans la catégorie un petit peu élimination détox du lapacho, on a une plante qui est un peu moins connue. Ouais, allez-y, ouais. J'ai juste une question, désolée, je vous ai coupé. Le lapacho, c'est la même chose que le podarco, en fait? Oui, exactement. C'est exactement la même chose. C'est la même plante, c'est tout à fait. Elle a plusieurs noms traditionnels. Pao Ok, d'Arco, Lapacho, Tabebuya, Tecoma, l'arbre de vie des Incas. ok, merci. Ouais, ouais, elle est connue comme ça aussi. Et donc le Baccharis, donc elle est connue comme Carqueja aussi. Donc c'est un peu le compère du Lapacho, mais pour tout ce qui est système digestif. C'est une plante qui va très amère, qui va favoriser l'élimination au niveau des émonctoires, donc de tous les organes responsables de la digestion. Donc foie, estomac, vessie, vésicule biliaire, rein. Et donc c'est une plante qu'on peut tout à fait utiliser au changement de saison. Car en fait, elle va permettre d'éliminer toutes les toxines et de mieux faire fonctionner tout le système digestif. Elle va aussi lutter contre la rétention d'eau. Elle peut être bonne aussi en tant qu'expectorant pour les poumons, par exemple. Et aussi très intéressante en mélange aqueux. Donc, par exemple, une cuillère à café de poudre mélangée, enfin délayée dans 1 litre d'eau le soir. On attend toute la nuit. Et le matin, on boit ce litre d'eau pour vraiment faire la purge et bien nettoyer tout l'organisme. Donc, à associer vraiment avec le lapacho pour vraiment éliminer les toxines à la fois dans le sang et le système digestif pour une cure globale de nettoyage. Alors ensuite, on va passer aux antioxydants. Donc, Guayapi, on a longtemps travaillé avec l'acérola, mais on a arrêté parce que la qualité, malheureusement, s'est dégradée. L'acérola, il y a eu beaucoup de monoculture, il y a eu beaucoup de... Voilà, comme tout ce qui devient trop à la mode, en fait, il y a des dérives, malheureusement, et c'est pas bien. Et donc, on a monté une filière beaucoup plus noble avec le Camu Camu, qui vient d'Amazonie péruvienne, qui est beaucoup plus sauvage, qui a le double de vitamine C que l'acérola. Donc, c'est littéralement la plante la plus riche en vitamine C connue dans le monde, mais aussi des vitamines du groupe B et aussi du calcium et du fer. Donc, c'est une plante très complète et en plus qui est riche en tanins et en anthocyanines. Et donc, la combinaison des anthocyanines, les tanins avec la vitamine C, semble avoir une action antioxydante exceptionnelle. Et alors ça, en ce moment, pour résister au froid et aux petites maladies hivernales, c'est exceptionnel. À mélanger avec le Lapacho ou le Baccharis, par exemple, c'est super. Et alors là, donc, on propose dans des boîtes 50 grammes de poudre. Il faut savoir que pour faire 50 grammes de poudre, il a fallu entre 5 et 10 kilos de fruits frais. Donc c'est vraiment extrêmement concentré. Et donc on a utilisé à la fois le noyau et la pulpe du fruit. Voilà, donc on continue un petit peu sur la gamme. Dans les antioxydants majeurs, on va avoir l'açaï. L'açaï, c'est un antioxydant majeur. Hein, il a été classé effectivement dans les classements des produits antioxydants ORAC parmi les plantes les plus antioxydantes. Parce qu'en plus d'être riche en polyphénol, anthocyanine, vitamine du groupe, vitamine E et en phosphore potassium, c'est une plante extrêmement nutritive, riche en fibres, en vitamine C, en vitamine E, riche en phytostérol. Et donc, c'est à la fois un antioxydant très gourmand, très fruité,
mais aussi une plante très nutritive. Et d'ailleurs, elle est en ce moment étudiée au Canada pour soulager les symptômes graves du Covid. Et donc, je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec une autre plante que l'on propose qui s'appelle la moringa, qu'on va sourcer au Sri Lanka, cette fois Guayapi, parce que le moringa, c'est une plante un petit peu comme l'açaï, qui est à la fois extrêmement nutritive et en même temps très antioxydante. Et toutes ces plantes nutritives antioxydantes semblent avoir des effets tout à fait importants pour toutes les maladies, même graves, y compris Covid. Donc voilà, à suivre, mais l'açaï, donc antioxydant majeur, et donc excellent pour les sportifs, pour les antioxydants, et vraiment nutritif. Donc là, pareil, 50 grammes de poudre. C'est issu d'une cryogénie, hein, parce que c'est la pulpe qui est utilisée pour maintenir tous les principes de cette plante. Et donc, on a utilisé 5 à 10 litres de pulpe pour faire ces 50 grammes de poudre. Donc, on est vraiment sur un produit extrêmement concentré. Alors, griffe de chat ou uña de gato, là, on est sur une plante médicinale très puissante d'Amazonie. L'uña de gato, c'est un stimulant du système immunitaire et un anti-inflammatoire très puissant. Donc, ça va être utilisé vraiment, littéralement, pour stimuler le système immunitaire. Donc, c'est la seule plante sur laquelle on va avoir une contre-indication Guayapi. On ne va pas la conseiller aux personnes qui ont des maladies auto-immunes, mais vraiment, elle est exceptionnelle et anti-inflammatoire, donc elle a un spectre d'action extrêmement large et vraiment utilisée depuis très longtemps par les médecines amérindiennes et chamaniques traditionnelles en Amérique du Sud. Alors, juste, on revient un petit peu sur l'aspect théorique de l'Amazonie, là, que j'ai évoqué tout à l'heure, en tant que région d'origine des plantes globales. Pour vous dire que vous avez bien compris qu'en fait, que ce soit ces super aliments qui font l'objet de commercialisation internationale moderne ou des plantes plus anciennes qui ont été commercialisées à une échelle internationale, l'Amazonie, donc, a fait l'objet vraiment à donner au monde des plantes d'une importance considérable. Et malheureusement, ça s'est beaucoup fait au prix de la colonisation, donc c'est-à-dire vraiment la prise des écosystèmes par les colons européens qui ont détruit les sociétés amérindiennes. Ça s'est aussi fait au prix de la massification, qui est une modalité où en fait on va planter en monoculture certaines plantes au détriment des écosystèmes d'origine. Donc, en fait, on va remplacer des forêts, par exemple, par des monocultures de cacao, de café, de caoutchouc, de palmiers à huile en dehors de leur terre d'origine. Donc, c'est ce qui s'est passé aussi avec beaucoup de plantes amazoniennes. Et enfin, aujourd'hui, ça se fait au prix de la marchandisation, c'est-à-dire lorsque les entreprises vont isoler les molécules actives des plantes pour déposer des brevets et éventuellement coter en bourse des actions et des obligations sur ces récoltes de plantes. Et donc, on a de nombreux exemples comme cela. Par exemple, alors je ne reviens pas là-dessus, mais ce qui est important, c'est de voir qu'en fait, aujourd'hui, les plantes amazoniennes sont plus ou moins globales. Mais en fait, si on regarde par exemple la colonisation, on voit que les colons, ils ont d'abord vraiment pris le contrôle des écosystèmes traditionnels en Amérique du Sud pour récolter le cacao en Amazonie, en Amérique centrale, pour récolter la coca dans les Andes, pour récolter le quinquina, pour soigner la malaria. On avait aussi d'autres plantes comme le maté, etc. Et donc, ça a été la première étape. La deuxième étape, ça a été de massifier ces plantes, comme je vous le disais, en transplantant les végétaux à l'étranger. Donc, on a introduit le cacao en Afrique de l'Ouest. Le café, qui était originaire d'Afrique de l'Est, a été introduit au sud du Brésil en déforestant la forêt atlantique. Le caoutchouc a été implanté en Asie du Sud-Est en déforestant. Le thé a été sorti de Chine par les Anglais et a été introduit au Sri Lanka en Inde au prix d'une grande déforestation. Donc ça, c'est la massification.
Et enfin, aujourd'hui, je vous parlais de la marchandisation. Vous connaissez la stevia, on va en parler juste après. C'est une plante qui fait l'objet d'extraction de molécules. Ces molécules sont isolées par les grandes entreprises comme Mérisan, qui appartient à Monsanto, qui vont vendre ces molécules pour Pepsi-Cola, Coca-Cola, en remplacement de l'aspartame. Et donc, ça, c'est vraiment le stade ultime de la commercialisation des plantes amazoniennes, c'est-à-dire que les molécules des plantes vont être isolées. Et donc, c'est ça qui vraiment détruit les cultures indigènes, fait que les produits arrivent à très bas coût pour les consommateurs, détruit les écosystèmes. Et donc, c'est important de comprendre que voilà, ces 3 temps de la colonisation, de la massification et de la marchandisation, c'est ce que j'ai appelé des grands désencastrements, c'est-à-dire des temps où en fait on a déstructuré. Tout d'abord, les populations autochtones ont été exclues de leurs écosystèmes et de leurs plantes qui contenaient des molécules et des principes actifs, hein, qui sont ici écrits. Dans la massification, on a sorti les plantes de leurs écosystèmes pour les planter ailleurs. Et dans la marchandisation qui est aujourd'hui, on a isolé les molécules des végétaux qui sont eux-mêmes isolés de leurs écosystèmes d'origine. Et ces écosystèmes n'ont plus de lien avec les populations autochtones. Donc pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fait, si vous voulez, ça correspond vraiment à une vision extrêmement matérialiste de la nature, qui est en fait qui place les molécules et les atomes au centre de tout. C'est-à-dire qu'ici, vous avez vraiment notre vision du monde où les molécules vont être contenues dans des végétaux, contenues dans des écosystèmes, et puis nous, éventuellement, on va arriver après et on va influencer ces molécules, ces écosystèmes, mais on est plus puissant qu'eux. Vous voyez, les individus englobent ici les écosystèmes. Donc ça, c'est notre vision du monde matérialiste. Et c'est ce qui explique qu'on ait une vision où on va toujours demander, par exemple, quel est le titrage en vitamine C pour le camu-camu, quel est l'effet de la molécule du guarana. On n'a aucune vision en totem. Et ça, c'est un énorme problème parce qu'en fait, c'est une vision complètement réductrice qui va mutiler la réalité. Comme on l'explique très souvent, nous, on ne va jamais travailler avec des titrages. Ça dépend des récoltes, ça dépend des pluies, ça dépend des sols, ça dépend des producteurs, ça dépend du totem de la plante. En fait, ce qui est intéressant dans le totem de plante, c'est justement l'équilibre vitaminique et minéral qui est instauré par la nature dans la plante. Une molécule, les études même montrent qu'une molécule à une certaine dose isolée peut avoir des effets néfastes, alors que lorsque cette molécule est en totem avec d'autres molécules, elle ne va pas avoir cet effet néfaste. Parce qu'en fait, les effets toxiques vont s'annuler. Donc voilà, c'est important de comprendre que notre vision justement matérialiste empêche de penser cette vision en totem de plantes. Et donc, c'est pour cela que nos plantes n'ont pas seulement d'effets secondaires, mais elles sont synergiques. Donc, par exemple, on va associer la griffe du chat avec une plante dont j'ai d'ailleurs pas parlé ce soir, qui est la pfaffia, le ginseng brésilien, qui est une plante, une autre racine, qui va favoriser l'oxygénation du corps, qui va favoriser la reminéralisation. C'est une plante extrêmement reminéralisante, donc problème d'arthrose, d'arthrite, exceptionnel aussi pour les cheveux, parce que c'est très bon pour la circulation de l'oxygène, de l'eau. Et donc le pfaffia va être très complémentaire de la griffe du chat. Le guarana, comme je vous le disais, va être très complémentaire du gonfréna pour l'effet adaptogène, résistance au stress, énergie. Les plantes antioxydantes comme l'açaï ou le camu-camu vont être très complémentaires du lapacho et du baccharis qui sont favorisés, qui sont utilisés pour la détox. Voilà. Oui, je laisserai bien mon mail à la fin de la présentation. Et oui, la vidéo sera enregistrée. Et a priori, j'ai prévu de rester jusqu'à 8 heures, donc il y a encore un petit peu de temps. Oui, donc de toute façon, j'en profite aussi pour vous dire dès maintenant que, en tant que naturopathe, Guayapi propose une remise, une réduction de 15% sur toute notre gamme, sur les prix publics. Parce que vous êtes des prescripteurs, vous allez être amenés au cours de votre parcours professionnel à parler de ces plantes et éventuellement à parler de Guayapi. Et donc à ce titre, comme on aime bien le commerce équitable, vous l'avez compris, on propose donc cette réduction à la fois sur notre site internet en ligne et aussi dans notre boutique showroom à Paris. Donc voilà, on restera en contact. Et aussi,
moi, j'aimerais bien, si vous le souhaitez, rester au courant de Guayapi et d'avoir nos nouvelles, avoir vos contacts. Et sachez aussi qu'on organise des formations à la boutique quand vous le voulez, sur rendez-vous, donc sur place, in situ, avec nos conseillers en vente. Donc voilà, restons en contact. Voilà, je vous parlais des plantes synergiques. Donc le Baccharis et le Lapacho pour les changements de saison et la détox. Alors après, on a des plantes, enfin pas des plantes, mais on a des produits qui mélangent des plantes justement en synergie. Par exemple, le Guayavi, qui est une exceptionnelle synergie de Açaï, Acerola, Urucum et Gonfrena. Donc c'est une plante, enfin c'est un produit, pardon, mais en fait c'est des comprimés à 99% purs de plantes qui vont être extrêmement riches en vitamine A, vitamine B, vitamine C, vitamine E. C'est exceptionnel. Et ça, c'est grâce à l'Urucum aussi, dont je vais parler juste après. Le restructurant, qui est un mélange d'acérola pour la vitamine C, de spiruline, riche en fer, parce que la vitamine C va aider à fixer le fer, et la wakame, qui contient des acides aminés soufrés et de la vitamine K. Un petit peu de guarana pour potentialiser le tout. Donc excellent, voilà, quand on est un petit peu fatigué, éventuellement anémié, ou si on veut un complément en fer dans son alimentation. L'urucum, je vous en ai pas parlé, mais effectivement, plante très importante de Guayapi, qui est utilisée traditionnellement pour les peintures corporelles des Indiens. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les a appelés les peaux rouges, qui est 100 fois plus riche en provitamina que la carotte. Donc c'est la bixine, c'est voilà, la provitamina, c'est exceptionnel, et énormément de sélénium. Donc extrêmement bon pour les yeux, la vue, et délicieux en épices dans l'alimentation, pour stimuler la mélanine, préparer la peau au soleil, et pour les yeux, donc voilà, un trésor d'Amazonie pour la peau, en cosmétique pour avoir bonne mine, pour faire ses cosmétiques soi-même, ou pour enrichir son alimentation. Voilà. Donc, n'hésitez pas à voilà, être inventif dans les recettes. Il y a beaucoup de choses. Son goût safrané, carotté, vraiment est exceptionnel pour la cuisine. Comment ne pas évoquer la stevia que l'on va sourcer sur ses terres d'origine, qui n'est pas en fait qu'une plante qui est une alternative au sucre. Il faut savoir que la stevia, avec ses stéviols glycosides, qui sont ses molécules actives, c'est une plante qui va combattre le diabète, y compris de type 2. Elle va avoir une action en fait sur le pancréas et elle va réguler le taux d'insuline dans le corps. Et ses principes amers sont antiparasitaires et débactérisants. Donc excellente à utiliser en dentifrice par exemple, ou en tisane et en bain de bouche, et en remplacement du sucre. Donc une plante multiple aux effets médicinaux reconnus et une plante militante, car en consommant la stevia, eh bien, c'est un acte militant pour combattre les lobbies sucriers et les lobbies comme Monsanto ou Coca-Cola émérisant qui ont voulu breveter ces molécules et spolier les populations autochtones comme les Indiens Guarani. Dernière plante, super aliment, qui vient pas d'Amazonie mais du Sri Lanka, que je vous propose ce soir avant de passer à la conclusion et peut-être rapidement sur quelques plantes d'épicerie fine qu'on a mais qui sont intéressantes. La canna sauvage, qu'on appelle Bootsvarana, qui est un type d'igname sauvage du Sri Lanka. Donc c'est un tubercule qu'on va utiliser en farine, qui contient 85% de glycoprotéines végétales, et les 15% restants, c'est de la vitamine C, du calcium et du fer. Donc une plante exceptionnelle à donner pour les femmes enceintes, les sportifs, pour les bébés, pour les végétariens en complément de l'alimentation, et qui a un exceptionnel carburant énergétique, et donc à utiliser avec le Mirapuama et le Warana pour les sportifs. Voilà, très rapidement sur les produits d'épicerie fine intéressants qu'on propose. Le Curacan du Sri Lanka, qui est un millet sauvage en farine ou en graines, qui est une alternative écologique au quinoa, justement, très riche en protéines végétales et en acides aminés, très gourmand et très intéressant à cuisiner. Et surtout, une alternative au quinoa qui, comme je vous le disais, est un scandale écologique et social. Le quinoa a dévasté les écosystèmes en Amérique du Sud pour répondre à la demande ici. Et maintenant, c'est la biopiraterie, c'est-à-dire que le quinoa a été planté en France sans consulter les populations autochtones, notamment du Pérou et de Bolivie, grâce à qui on a découvert la plante. Donc, honnêtement, le quinoa,
il faut boycotter le quinoa français. Je suis désolé de dire ça, mais vraiment, boycotter le quinoa. Il faut absolument consommer du vrai quinoa d'origine péruvien, bolivien, de filière de commerce équitable et biologique. C'est très, très important. Ou du Curacan. Et enfin, dernière plante intéressante que je voulais vous présenter, c'est la sève de Kittul, qui est non seulement une gourmandise exceptionnelle, hein, c'est un délicieux sucre d'arbre, hein, c'est un palmier, le Kittul, qui va donner vraiment un sucre délicieux, mais c'est un sucre inverti, c'est-à-dire c'est un sucre qui ne se stocke pas dans l'organisme. Et donc c'est un sucre qu'on peut donner en fait aux personnes ne pouvant pas consommer de sucre, et par ailleurs très intéressante car elle contient de la vitamine B12, tout comme d'ailleurs notre gonfrénam, donc une plante extrêmement intéressante et en plus extrêmement gourmande. Donc on a une gamme coco aussi, hein, farine, lait, crème et huile. Et enfin, toute une gamme, ah oui, les thés verts, thés noirs du Sri Lanka, hein, qui ont des bienfaits exceptionnels, hein, notamment antioxydants, le thé vert, qui sont avérés, que je vous recommande. Et après, on a toute une gamme de cosmétiques. Je ne vais pas m'étendre dessus ce soir, mais shampoing en poudre, poudre de douche, une huile solaire à l'urucum, donc c'est vraiment des innovations. Le parfum amazonien, j'ai une question. Ça marche. Au plaisir aussi, pas de souci. On va avoir une lotion tonique astringente au gingembre, un extrait de Krajiru, anti-bouton, anti-point noir, le baume de copaïba, qui est un très bon cicatrisant et un réchauffant musculaire, une nouvelle huile essentielle qui est disponible uniquement pour l'instant dans notre showroom et sur notre boutique en ligne, qui est un parfum d'ambiance purifiant et apaisant, le Palo Santo. C'est l'huile essentielle du fruit du Palo Santo, donc c'est vraiment une odeur mystique, fougérée, ambrée, herbacée et boisée exceptionnelle. Donc voilà. Et cette année, comme je vous le disais, ce sont les 30 ans de Guayapi. Et donc, je voulais simplement terminer sur un aspect qui me paraît très important pour les 30 ans de Guayapi, pour vous montrer, voilà, le logo des Indiens Sateremawe, c'est ça, c'est le Nusokain. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce logo, au centre, c'est le Warana. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais, le Warana, dans la langue et la culture des Indiens Sateremawe, c'est le principe de la connaissance. Donc, c'est le début de toute connaissance. Et donc, c'est à partir du Warana qui est ici designé dans ce logo que va s'établir toute la culture des Indiens Sateremawe qui est représentée par ce logo. Et donc, le Warana qui est au centre de toute cette culture des Indiens Sateremawe, ici vous avez par exemple la préparation de la boisson hein, à base du bâton de Warana, se retrouve effectivement dans le rituel de consommation du Warana. Et donc, je vous répondrai après sur la question. Hein. Mais donc voilà, la manière dont on consomme le Warana chez les Indiens Sateremawe est extrêmement ritualisée. C'est un lieu circulaire où le Warana circule de parole en parole et donc est au centre du monde social. Et pourquoi en fait je m'attarde là-dessus? C'est parce que vous vous souvenez du schéma que je vous montrais tout à l'heure de la vision matérialiste des choses. Et bien en fait, le Warana, il inverse cette vision matérialiste. C'est ce qu'on appelle la vision animiste du monde. C'est-à-dire qu'au centre du monde, c'est plus les molécules et des atomes. C'est des principes spirituels. Et donc, on peut appeler ça les individus. C'est-à-dire qu'en fait, les principes spirituels deviennent au centre, comme le Warana. Et autour de ça, on va avoir les sociétés, puis les écosystèmes, et enfin, la couverture, ce qui est cosmétique, ce sont les molécules et les atomes. Ce qui explique pourquoi, par exemple, chez les Indiens Sateremawe, le Warana va être le plus ancien ancêtre. C'est comme un cousin, c'est comme un frère ou un ancêtre. Mais on se distingue du Warana par notre forme, par notre apparence. Le Warana, c'est une plante. Nous, on est des humains. Mais quand on ingère du Warana, on n'ingère pas seulement des molécules. En fait, on ingère un savoir, on ingère une connaissance. Et donc, le projet Warana et les plantes qu'on propose, c'est pas seulement des choses qui font du bien à la santé, à notre alimentation. C'est, vous l'avez compris, des plantes qui renversent la vision matérialiste moderne et qui invitent à s'intéresser à ces savoirs indigènes qui nous donnent d'autres visions du monde. Voilà, donc je voulais conclure là-dessus. Je regarde encore une fois vos interventions. Oui, alors n'hésitez pas à nous laisser les mails, mais le mieux, je pense, c'est de les renvoyer à Clémentine
pour qu'elle me les transmette ensuite, il faudra que je vois si je peux vous transmettre la présentation. Je ne suis pas sûr que je puisse vous transmettre toute la présentation, Emmanuel. Par contre, ce qu'on peut vous transmettre, c'est toutes les fiches des produits, les fiches commerciales, les communiqués de presse, là, toutes les fiches des produits. Ça, on peut vraiment vous les transmettre avec grand plaisir. Et voilà, donc je laisse la parole maintenant pour laisser un temps d'échange, un dernier petit quart d'heure, sachant qu'il y a déjà quelques questions qui sont apparues. Donc je vais prendre les questions maintenant, et puis si vous avez d'autres questions, bah, n'hésitez pas, il va rester un petit peu de temps. Alors malheureusement, la réduction, en théorie, elle s'applique uniquement aux naturopathes diplômés. Ce qu'on fait avec les étudiants, c'est plutôt des opérations avec le Sénato, mais effectivement, on pourrait en rediscuter et voir si on peut appliquer une réduction peut-être un peu moindre, par exemple de 10%, ça ne me semble pas du tout exclu. Donc pour Alice, effectivement, certaines de ces plantes peuvent être chauffées, oui, notamment le lapacho, notamment le baccharis, et par exemple le gonfrénat. Après, j'ai pas en tête exactement, j'ai pas vraiment en tête la température jusqu'où il faut. Elle résiste, mais de toute façon, ce qu'on peut dire, c'est que les plantes, en général, moins on les chauffe, mieux elles se portent. Voilà. Après, comme je vous le disais, je vais remettre mon écran, voilà, pour que vous me voyez. Mais comme je vous le disais, le lapacho et le gonfrénat, par exemple, c'est deux plantes qu'on peut un petit peu faire chauffer, en tout cas tiédir, par exemple, sans problème. Mais c'est vrai que le lapacho, traditionnellement, elle a aussi été utilisée en infusion, donc pas de problème à ce niveau-là. Et la uña de gato, griffe du chat, elle a aussi longtemps été utilisée en décoction, donc pas de problème à ce niveau-là non plus. Voilà. Donc j'ai fini ma présentation. On a encore voilà, 10 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole directement avec vos micros. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Ah oui, il faut quand même que je vous mette le slide avec mon contact. Maintenant que j'y pense. Je vais vous le mettre pour que vous le notiez quand même. Tac. Alors, attendez, d'autres choses. Oui. Dernière chose quand même dans la présentation, comme je vois pas immédiatement de questions qui apparaissent, c'est que Goyapi, en fait, on n'est pas seulement une entreprise au sens classique du terme, j'allais dire, on est une entreprise collective, c'est-à-dire qu'en fait, on participe vraiment activement de très nombreux collectifs et mouvements qui, en fait, construisent les réglementations sur tous les sujets dont je vous ai parlé. Donc, par exemple, on est membre administrateur de Commerce Équitable France, donc le mouvement, le collectif des acteurs du commerce équitable en France. On est membre administrateur de Cosmébio, donc l'association des cosmétiques écologiques et biologiques, qui est vraiment la plus grande association de cosmétiques naturels au monde, la Fédération internationale des mouvements pour l'agriculture biologique, ou encore le SINADIET, le syndicat national des compléments alimentaires. Et on est membre après d'autres collectifs comme le MENE, le mouvement des entrepreneurs de la nouvelle économie, le réseau international des forêts analogues, qui travaille vraiment sur les restaurations d'écosystèmes et la biodiversité, ou encore l'ATES, l'association pour le tourisme équitable et solidaire, parce qu'on a des projets d'écotourisme à la fois en Amazonie et au Sri Lanka pour les prochaines vacances, si ça vous intéresse quand on sera déconfiné, je l'espère. Et enfin, à titre personnel, Slow Food, Greenpeace, Femmes 3000. Et voilà, c'est pour ça d'ailleurs qu'on utilise la certification produit de jardin-forêt, Forest Garden Products, qui va vraiment au-delà du biologique en proposant des produits issus de biodiversité, ainsi que Slow Food, dont je vous ai parlé, qui promeut une nourriture bonne, propre et juste, et qui est un mouvement mondial extrêmement important à l'heure actuelle, qui est un mouvement aussi important que les produits de jardin-forêt et les forêts analogues. Voilà, donc voilà les contacts. Le showroom boutique Guayapi, qui se trouve donc au 73 rue de Charenton, à côté de Bastille, métro Bastille, Le Rollin, gare de Lyon. Le numéro de téléphone et l'email info@guayapi.com, et bien sûr vous retrouvez toutes ces infos
sur les réseaux sociaux, sur Internet. Donc, pas de souci pour ça. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est gentil. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, eh bien, je pense que nous pouvons nous souhaiter une bonne soirée. En tout cas, moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, alors attendez, quelqu'un me demande le mail de Clémentine. Alors attendez, je vais le remettre ici. Ne quittez pas, hein, juste avant de vous, hop, de se quitter. Je vais vous remettre le mail de Clémentine. Hop. Merci beaucoup, Gérard. C'est la fin de cette édition spéciale. Dans un instant, votre... Tac. Alors, ah mince, attendez, il faut que j'envoie à tout le monde. Hop. Hop. Donc voilà le mail de Clémentine. Je note le mail d'Emmanuel, mais donc, toutes les personnes donc, qui veulent rester en contact, n'hésitez pas à nous écrire. Pour les réductions aussi, on pourra voir ce qu'on fait. On fera, je pense, une réduction spéciale étudiant. Et puis, pour les personnes qui veulent Je rester m'en en occupe contact... pas. 5 minutes. 5 minutes. Hein 5 minutes. Pardon. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, pardon, oui. Excusez-moi. C'était pas pour nous, c'est ça? Là, vous pouvez couper le micro. Mais de toute façon, je pense que c'est bon. Comme il n'y a pas de questions, je pense qu'on est bon. Donc, Je l'avais débloqué pour dire merci et bravo et il était resté débloqué, donc voilà. Ah bah voilà, c'est gentil, c'est une bonne chose. Bah écoutez, merci beaucoup à toutes. Je vous souhaite un très bon courage pour la. Je sais pas, vous vous diplômez quand en fait quelle est la suite Ça dépend des promos. Ah oui, vous êtes plusieurs promos en fait. Je crois que je suis la seule qui est en 3e année, qui fait dimanche à l'oracle. Youpi. Ah ouais, ok, donc il vous faut beaucoup de Warana et de Gonfrena alors. C'est ça. Je suis boostée là, c'est bon. Ouais, c'est bien, bah, parfait. D'accord. Bah écoutez, très bon courage à vous pour les études, bonne chance et puis on reste à votre disposition. Voilà, si vous avez des questions ou des demandes, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Bonne soirée. Allez, à très merci bientôt. beaucoup. À bientôt. Au revoir.